des Rockefeller s'intéressait à cette histoire d'OVNI et ce qui l'agaçait beaucoup, c'est que les scientifiques ne se penchent pas sur le sujet. Et il voulait confronter les meilleurs spécialistes ufologues de chacun de ces domaines avec, si possible, le meilleur de leur cas, à un panel de scientifiques bien connu, avéré. Donc il s'est payé son propre petit congrès privé à New York dans sa maison, avec un certain nombre de scientifiques venant de différents horizons. Le CNES a proposé, et je me suis trouvé propulsé, non pas dans les ufologues, mais dans l'équipe des scientifiques. On a été convaincus que la science aurait tout intérêt à se pencher sur ces observables pour essayer d'avancer. J'ai été mis en contact avec des gens de la DGA, Délégation Générale pour l'Armement, qui étaient impliqués dans un projet de satellite militaire d'observation. On a monté ce qu'on a appelé le CEPIA, Centre Expérimental de Photo-Interprétation des Armées, qu'on a complètement verrouillé pour pouvoir y travailler en confidentiel défense, voire dans certains cas en secret défense. C'est là qu'est née l'idée d'un logiciel que j'ai baptisé OCAPI, qui voulait dire outil cartographique d'aide à la photo-interprétation. On avait plusieurs salles qui travaillaient, jusqu'à 10 voire plus services de renseignement différents de l'armée de terre, de l'armée de l'air, des GSE et autres, venaient et réservaient des créneaux dans le CEPIA pour venir. J'ai eu l'idée d'appeler ce logiciel IPACO. J'ai retourné le nom parce que dans le CAPI, on était en haut et on regardait la Terre, et là, c'est plutôt la Terre qui regarde en haut, les ovnis. Un soir, regardant la télé à table, j'entends « le gouvernement vient de renvoyer une quarantaine de ressortissants du RSS, catalogués comme KGB. » Il donne la liste des noms et claque le nom de mon correspondant. Je me retrouve à l'Agence spatiale européenne, à travailler en parallèle avec la NASA. D'ailleurs, on se partageait ce projet à contrôler un satellite imageur. J'ai récupéré cette photo où effectivement on voyait un truc un peu bizarre en forme de losange dans le ciel, avec ce qu'on pourrait qualifier de hublot. Et derrière, on voyait quelque chose qui nettement avait l'allure d'une tête qui regarderait par la fenêtre. Les photos de McMinnville sont des photos absolument légendaires, prises dans les années 50 aux États-Unis par des fermiers. Il y a 2 photos qui montrent un objet apparemment dans le ciel, très gros. Et il voit un objet devant lui qu'il photographie avec le Polaroid qu'il avait sous la main. Alors cet objet, soi-disant, s'éloignait, puis est parti en fumée, en bloc, au-dessus du lac de Côte. Il y a quelque chose dont on pense, quand on le regarde, que c'est un disque blanc ou argenté sur le lac. Et s'il est là, il est gros. Tous les Belges ont vu des ovnis avec des caractéristiques assez constantes, triangulaires, etc. Avec des spots sur les 3 angles du triangle. Le général Bermudez, quand il a sorti cette vidéo, avant d'en parler à qui que ce soit au monde, il me l'avait envoyé personnellement pour avoir un avis. Quand je lui ai dit ça, il s'est monté sur ses grands chevaux et dit « c'est pas possible, vous êtes des rigolos, on n'a pas vu au radar, c'est un ovni ». Le public a des demandes. Les aviateurs ont des demandes, civiles ou militaires. Et donc, si on ne fait rien d'officiel, on ouvre la voie à tous les comiques, à toutes les sectes, à toutes les dérives possibles. François Louange, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Paranormal Show. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Et je suis très content de venir chez vous. Vous avez une très bonne réputation. Tant mieux. François Louange, vous êtes docteur ingénieur en traitement du signal, spécialiste de l'analyse d'images spatiales et de la photo-interprétation. Vous avez commencé votre carrière à l'Agence spatiale européenne, l'ESA, avant de travailler dans le renseignement spatial militaire pour le ministère de la Défense. Depuis 40 ans, vous vous intéressez au sujet OVNI. Vous avez créé des outils d'expertise informatique, notamment le logiciel IPACO, développé à partir de technologies militaires, afin d'analyser des photos et vidéos d'OVNI du monde entier. Vous avez ainsi réalisé de nombreuses enquêtes pour le compte du Centre national d'études spatiales et du GEPAN. Vous êtes aujourd'hui parvenu à la conviction personnelle que si l'immense majorité des observations s'expliquent par des méprises ou des trucages, certains documents visuels demeurent totalement inexpliqués par nos connaissances actuelles. Et une première question pour vous, François, pour que l'on comprenne bien ce que vous faites, c'est quoi un ingénieur en traitement du signal ? Eh bien, disons que j'ai fait des études dans une école d'ingénieurs à Grenoble, qui était plutôt sur les hyperfréquences. Mais dans les hyperfréquences, il y a les radars. Et comme j'ai beaucoup aimé les études que j'ai faites dans cette école, je suis retourné dans cette même école pour faire une thèse de doctorat avec un excellent professeur qui travaillait sur le traitement du signal radar.
Ça veut dire traiter le signal radar. On reçoit des données électromagnétiques en balayant le ciel et on espère en tirer des informations les plus précises possibles sur une cible, sur sa position, sa vitesse, etc. Donc ça fait appel à des mathématiques en gros. N'importe quel radar ? Oui, ben ça s'applique à beaucoup de techniques, y compris des techniques différentes, médicales et autres. On se retrouve dans le traitement du signal en général. On reçoit un signal et on essaye de le décortiquer pour en tirer ce qui est vrai et ce qui est ce qu'on appelle des fausses alertes, c'est-à-dire des choses qui n'existent pas. Et alors, François, comment est né votre intérêt pour la question des ovnis ? Ah, ça, c'est une histoire en plusieurs étapes. Je me suis intéressé aux ovnis. La première fois, j'étais adolescent. Et il se trouve que ma grand-mère m'a prêté un livre qu'elle avait reçu en prêt et qui s'appelait « Les soucoupes volantes, affaires sérieuses » de Edwards. Ça fait partie de ce que je considère comme les bouquins intéressants à lire pour s'introduire sur le sujet. Et j'ai été un peu fasciné par le sujet, et notamment par des photos, et notamment par celles dites de McMinnville et celles dites de Heflin, qui vraiment me paraissait extraordinaire. Je disais, ça doit être vraiment bien de pouvoir aller plus loin dans ce domaine. Voilà, puis c'est tout, c'était un truc d'adolescent. Et puis, plus rien, et puis je vis ma vie, mes études, et je me retrouve à l'Agence spatiale européenne, à travailler en Allemagne au début, pendant 6 ans. Et à un moment donné, pourquoi, je ne sais pas, je suis retombé sur un bouquin, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais c'est complètement idiot qu'on ne fasse rien pour au moins essayer de débroussailler ce sujet. Bon. Je n'avais pas de conviction sur ce qu'il en ressortirait, mais... Et donc, j'ai pris ma plume, comme je m'ennuyais un peu où j'étais à Darmstadt, j'ai pris ma plume pour faire une grande lettre au directeur général de l'ESA, pour lui dire, voilà, est-ce que ce ne serait pas intelligent de faire un tout petit truc à bas budget pour essayer d'avancer là-dessus ? Et très gentiment, il m'a répondu en acceptant que je vienne le voir à Paris. Donc j'y suis allé, j'ai acheté mon billet de train et je suis allé le voir. Et c'est là que très gentiment, il m'a écouté. Et il m'a dit, puisque c'était un ancien patron du CNES, j'ai eu dans mes services un gars qui s'appelle Claude Poher et qui a fait beaucoup de choses dans ce domaine déjà et qui voudrait bien essayer d'aller plus loin. Vous devriez aller le voir. Est-ce que vous pouvez nous redire en quelques mots qui est Claude Poher ? Alors Claude Poher est un ingénieur du CNES qui s'est passionné très vite pour les ovnis, qui a fait beaucoup de travail sur son temps personnel pendant très longtemps, et qui a fini par persuader son directeur, Yves Sillard, qui était un homme extrêmement ouvert, de l'utilité de faire cette chose-là. Donc il est pour beaucoup, c'est pas le seul élément, mais il est pour beaucoup dans la création initiale du GEPAN en mai 1977. Voilà. Et donc, vous allez voir Claude Poher. Donc, je vais voir Claude Poher chez lui à l'occasion d'un voyage en avion. Je m'arrête à Toulouse et il m'invite très gentiment chez lui pour toute une journée et il m'explique ce qu'il fait et les cas sur lesquels il travaille et d'ailleurs sur des cas photographiques aussi. Et au passage, il me montre dans son jardin un immense chantier avec un bateau qu'il est en train de faire construire. Et en gros... Claude Poher avait 2 buts dans la vie. Un, c'était d'arriver à créer un service officiel qui travaille sur les ovnis au CNES. Et le deuxième, d'aller faire le tour du monde avec son bateau. Et ce monsieur a réalisé ces 2 rêves et je le félicite pour ça. Donc il a créé le GEPAN en 77. Et les gens n'ont pas compris pourquoi, mais très peu de temps après, je crois en 78 ou à peu près, il l'a quitté pour prendre son bateau et aller faire son voyage. Voilà. Donc, de là est parti vraiment un intérêt pour ça. Et j'étais toujours à l'ESA, je me suis battu vraiment pendant assez longtemps pour essayer de faire quelque chose. Donc, j'ai écrit à des tas de gens. Et quand j'ai compris qu'on ne pourrait pas créer un projet officiel, j'ai même essayé de créer, puisqu'il y avait beaucoup d'argent pour les activités sociales des fonctionnaires internationaux que nous étions à l'ESA, pour créer une activité là-dessus. Et même ça, au fil du temps, des problèmes administratifs, enfin, ça n'a pas pu se faire. Donc, voilà, on en est resté là, jusqu'au jour où j'ai quitté l'ESA pour rentrer à Paris, en 1980, et m'installer comme consultant, principalement pour la défense, sur des projets de satellites imageurs militaires. Bon, ma dernière activité dans l'ESA, c'était sur des satellites imageurs astronomiques, donc j'avais une certaine expérience des satellites, des stations sol et tout ça, chose qui n'existait pas encore tellement en France à l'époque. Et donc, je me suis installé en 80. Ça m'a permis, ce statut de consultant indépendant, de travailler la majorité du temps pour la défense, mais en même temps, reprendre contact avec
le GEPAN, je m'étais lié d'amitié entre-temps avec Alain Esterle, qui a été le second patron du GEPAN et qui nous a quittés il y a quelque temps. Et donc, on a commencé à travailler ensemble. Il a commencé à me passer des petits contrats pour travailler sur des sujets, notamment l'exploitation des images prises à travers des bonnettes de diffraction. Alors, c'était une très bonne idée à l'époque. Ça avait été de se dire, finalement, le coût d'un filtre qu'on pourrait mettre sur un appareil photo pour pouvoir gagner de l'information sur le spectre des images qu'on voit et des lumières. Le coût, c'est essentiellement les bagues qu'on fixe sur les appareils. Or, il n'y a pas 2 appareils pareils. En revanche, la gendarmerie nationale avait le bon goût de distribuer partout en France le même modèle au même moment. Donc, à qui ? À tous les brigades de gendarmerie, pour faire les constats, les photos des accidents, etc. Donc tout le monde avait le même équipement. Donc tout le monde avait le même appareil. D'ailleurs, j'en ai toujours un exemplaire chez moi. Et donc, quelqu'un s'était débrouillé pour faire fabriquer chez une maison qui s'appelait Jobin-Yvon des petites bonnettes qui se fixaient, donc toujours avec le même système de fixation, donc ça coûtait pas très cher. Et il fallait essayer d'exploiter d'éventuelles photos prises d'objets lumineux non identifiés. Donc ça a été mon premier travail. D'ailleurs, on n'a pas trouvé grand-chose. Enfin bon, après coup, on a su pourquoi, mais c'est une expérience qui, n'a rien donné, mais qui valait le coup d'être tentée et qui mériterait d'être retentée d'ailleurs. Voilà. Et ensuite, j'ai continué. Et à partir de là, j'ai travaillé comme consultant avec le GEPAN et toute la suite dont nous parlerons certainement. Évidemment. Donc c'est à ce moment-là qu'est née finalement un peu votre double identité, ingénieur, et vous diriez ufologue ou pas du tout ? Oh, ça me dérange pas, oui. Bon, il peut y avoir un côté... ça couvre tellement de choses, l'ufologie. Bon, statistiquement, majoritairement, c'est pas très brillant sur le plan scientifique, mais il y en a beaucoup qui sont très brillants et qui sont très honnêtes. Donc, ça me dérange pas d'être appelé ufologue s'il le faut. Je rétropédale un tout petit peu dans votre parcours, François, quand vous étiez encore à l'ESA, en Espagne. Donc, à la fin des années 70, vous avez analysé une de vos premières photos, le cas de Madrid. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Ça, c'est une anecdote amusante. J'habitais dans Madrid, dans une grande propriété où il y avait beaucoup de gens. Et il y a une personne dans cette propriété qui, m'ayant vu à la télé, je suis passé plusieurs fois dans des émissions consacrées aux ovnis, est venu me voir en me disant « ce monsieur était sculpteur ». Et il me dit « voilà, moi je prends souvent des photos du ciel, je trouve ça assez joli, y compris avec des pellicules infrarouges. Et j'en ai pris une il y a quelque temps, sur laquelle on voit un objet étrange. Et je l'ai mise dans un tiroir et j'en ai rien fait. Est-ce que vous pourriez... » Alors, elle dit, oui, bien sûr, avec plaisir, merci. Donc, j'ai récupéré cette photo où, effectivement, on voyait un truc un peu bizarre en forme de losange dans le ciel, avec ce qu'on pourrait qualifier de hublot, si on voulait faire un rapprochement. Et donc, j'ai pris cette photo et je l'ai emmenée. Alors, il se trouve que le service que je dirigeais dans la station spatiale de Villafranca del Castillo, qui était destiné à... en parallèle avec la NASA, d'ailleurs, on se partageait ce projet à contrôler un satellite imageur qui faisait des images ultraviolets dans le ciel. Donc, je dirigeais un service qui comprenait de l'informatique qui faisait déjà du traitement d'images, mais surtout un laboratoire photographique, parce qu'on délivrait des photos aux astronomes qui venaient travailler. The Paranormal Show est un média indépendant. Pour nous soutenir, abonnez-vous sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, mais aussi sur votre réseau social favori. Les liens sont disponibles en description. Un commentaire, un like, un partage nous aident énormément. Pour accéder à des contenus exclusifs et soutenir la chaîne, rejoignez-nous sur la section YouTube dédiée. La suite se construira avec et grâce à vous. Merci. Donc j'ai eu la chance d'avoir dans mes équipes un gars qui était responsable de la photo et qui était très ouvert à ces sujets et qui m'a beaucoup appris d'ailleurs à l'époque, et avec qui on a commencé à travailler sur cette fameuse photo dont on avait le négatif. Et on a commencé à en faire des agrandissements, en faisant des réglages, des gammades et tout ce qu'on veut, jusqu'à un stade où vraiment on voyait cette espèce de hublot et derrière on voyait quelque chose qui nettement avait l'allure
d'une tête qui regarderait par la fenêtre. Et dans les ultimes réglages, on arrivait même à voir dans cette tête des arcades sourcilières. Enfin, c'était très... Alors, je me suis dit, bon, on est en train de délirer. Je suis allé montrer cette photo à des gens qui étaient au courant de rien, qui me disaient, bon, il y a un bonhomme là qui est... Bon. Donc, j'étais extrêmement ému parce que je disais, là, franchement, on tient quelque chose. Alors, je me suis demandé s'il fallait appeler le professeur Hynek, que j'avais eu la chance de rencontrer quelque temps avant aux États-Unis et qui était le leader sur les histoires d'OVNI. Et on s'est dit, quand même, il faut qu'on repioche la chose. On était très excités. Alors, c'est rigolo parce que dans le même temps, il y a un satellite, le satellite IUE, sur lequel travaillait la station, qui était lancé. Donc, il y avait une grande excitation sur le vrai travail qu'on avait à faire. Mais on s'est dit, à un moment donné, il faut repartir de zéro. Et on a repris ce négatif et on l'a regardé au microscope. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'à l'endroit de l'OVNI, entre guillemets, il y avait des petits scratchs. Et l'explication... Après avoir consulté des bouquins américains sur la photographie et tout, on a fini par trouver l'explication exacte. Ce qui s'est passé, c'est que ce monsieur qui prenait ces photos faisait ses développements lui-même. Donc, à un stade de développement, on coupe les rouleaux en petits segments. Et le petit segment qui contenait le truc a dû se replier sur lui-même et un coin est venu marquer très légèrement la surface de ce truc-là. De la pellicule. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que comme il n'a pas probablement assez lavé la pellicule après avoir mis les produits de développement, il y a un de ces produits qui s'est diffusé en étoile autour des petits trous, et d'où le nom de ce qu'on avait sous les yeux qui s'appelle le Star Effect, effet étoile. Et donc, cet objet, c'était rien du tout, c'était le hasard, et comme dans les problèmes de pareidolie, le hasard, on finit par voir des choses extraordinaires. Voilà, l'OVNI de Madrid, c'était rien du tout, mais c'est drôle que... ça a initialisé une bonne coopération avec ce garçon avec qui on a fait d'autres études après. Et moi, ça m'a bien boosté pour continuer sur ce travail. Mais c'est vrai que c'est drôle que cet accident-là ait pu créer un espèce de hublot avec une tête... Oui, mais ça, c'est tout le problème de la pareidolie, qui est une des sources majeures aussi de confusion dans le domaine des ovnis ou dans le domaine de beaucoup de segments de la parapsychologie. Si vous regardez un mur avec des tas de trucs dessus, vous finirez par y voir une tête de chien ou celle de votre belle-mère. Enfin bon, ça, c'est le cerveau qui fait des convolutions et qui finit par reconnaître des choses là où il n'y en a pas, quoi. C'est l'interprétation humaine. Voilà. Vous venez d'évoquer, François, le professeur Hynek, que vous avez rencontré à la fin aussi des années 70 et qui est un des pères de l'ufologie scientifique. Absolument, oui. Et qui a été, entre autres, conseiller scientifique pour le projet Blue Book. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette rencontre et ce qui en a découlé ? Oui, tout à fait. Alors, il se trouve que donc je travaillais à Madrid sur un projet en commun avec la NASA, comme je vous l'ai dit, ce qui m'a conduit à aller faire une mission à Washington pour rencontrer nos homologues. J'ai profité de cette mission aux États-Unis pour essayer d'aller voir le professeur Hynek. Je l'ai appelé à Evanston, dans l'Illinois, et il m'a aimablement invité à aller le voir. Donc, ça devait être un week-end ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai pris mon petit avion et je suis allé le voir. Il m'a reçu très gentiment et on a discuté et l'après-midi, ensuite, enfin bon, ça a duré un certain nombre d'heures et j'en ai tiré plusieurs choses. La première, c'est que la première chose qu'il me dit à moi, qui était un jeune qui débarque dans le sujet, il me dit: est-ce que vous avez une idée de ce qu'on pourrait faire? Je dis: écoutez, oui, je la cherche, mais bon. Ouais. Et surtout, ce que j'en retiens de concret, c'est que Allen Hynek m'a fait une suggestion, parce que c'est quelque chose qu'il avait lui-même mis en pratique. Il m'avait dit: vous mettez dans un journal le plus sérieux possible une petite annonce tout à fait grise, enfin rien d'attrayant, qui explique que des scientifiques travaillent sur le sujet des ovnis et donc seraient ravis d'avoir, si vous avez vécu quelque chose, votre témoignage, mais discrétion absolue garantie. L'avantage de faire ce truc-là, c'est que vous touchez des gens qui, éventuellement, n'avaient jamais osé parler, et Dieu sait si la majorité des gens qui ont vécu ou cru vivre une aventure ovni n'en parleront jamais. Et puis, tous ceux qui, eux, sont très nombreux, qui ne cherchent qu'une occasion de se faire briller, mousser, de passer à la télé, à la radio, ils ne vous répondront pas, puisque vous dites discrétion absolue.
Donc ça fait le trio. Alors j'ai retenu l'idée et à peine retourné à Madrid, c'était au début de ma mission à Madrid entre 77 et 80, donc je ne parlais pas encore très bien espagnol, mais j'ai voulu mettre ça en application. Donc j'ai pris un autre garçon des équipes que j'avais avec moi et qui était très sympathique et parfaitement multilingue. Et il m'a aidé à faire ça. On a mis dans El País une petite annonce très, très machin. Et on a installé un système de téléphone avec enregistrement. Bon, que ce soit légal ou pas, on ne se posait pas trop la question. Et j'ai eu beaucoup d'appels. Beaucoup de personnes qui m'ont appelé. Et dans certains cas, je suis allé voir. Bon, ça n'a pas débouché sur grand-chose, sauf un cas un peu particulier, qui est le cas de Julio. C'est-à-dire que j'ai eu un appel, non pas de Julio d'ailleurs, mais de son frère, qui m'expliquait que son frère avait vécu un truc extraordinaire, ce qu'on appelle des enlèvements dans le milieu des ovnis. C'est-à-dire qu'il avait rencontré un jour, dans la nature, un ovni, un engin dont étaient sortis des gens, et que ces gens l'avaient fait rentrer. Enfin bon, il ne m'avait pas donné trop de détails, mais il voulait vraiment en parler. Et bon, de cet appel-là, s'en est suivi une rencontre avec ce monsieur, et puis c'est là qu'on s'est aperçu de toute l'histoire de Julio. Si vous voulez, je vous la raconte avec plaisir, maintenant. Bien sûr. Donc ce garçon, qui était apparemment très, très équilibré, nous racontait qu'il avait été effectivement se balader, je ne sais plus où, à Jaraba, je crois, et qu'il y avait rencontré donc un engin et des personnages qui étaient venus à sa rencontre, et c'était extrêmement bizarre, et puis qu'il était rentré chez lui avec cette impression, sauf que il lui manquait plusieurs heures. Apparemment, il était rentré chez lui, c'était plus tard, mais il ne voyait pas pourquoi, parce qu'il n'avait pas passé beaucoup de temps là-dessus. Lui avait découvert en rentrant chez lui qu'il avait un trou. Donc, oui, il s'était aperçu qu'il lui manquait un trou. Okay. Et à ce moment-là, c'est là que j'ai pensé un peu à l'hypnose. Alors, j'étais en contact avec des ufologues du coin, et il y en a un qui visiblement pratiquait l'hypnose, et on a fait une première réunion. Alors déjà, j'ai fait des enregistrements de son histoire racontée hors hypnose. Et on l'a fait mettre sous hypnose. Il s'est retrouvé, si je puis dire, en situation de l'époque. Et évidemment, comme dans toutes ces histoires, puisqu'il y en a beaucoup qui sont sur le même schéma, les gars l'ont emmené dans l'appareil, l'ont assis, puis l'appareil a décollé, puis on lui a fait des tas d'expérimentations avec des fils partout, et puis il a vu la Terre toute bleue à travers le hublot, et il entendait un langage fait de borborigmes épouvantable, et il se mettait à parler ce langage sous hypnose, qui était incompréhensible. Vous avez un enregistrement de ça ? Et on avait enregistré tout ça, et bon... Et là, je me suis dit, mais enfin bon, c'était milieu ufologue, pas tous sérieux, bon, puis j'y connaissais rien. Hein. Donc je me suis renseigné, et comme j'avais des copains qui avaient beaucoup de relations dans les milieux officiels madrilènes, etc., on m'a mis en contact avec un grand psychiatre madrilène, très renommé à l'époque, le docteur Duran Lopez, qui était en même temps président de la Société de sophrologie, donc en gros hypnose, en Espagne, qui n'avait jamais touché au sujet OVNI et qui a accepté de venir avec moi faire des séances. Et là, on a commencé à faire des séances entre gens en nombre limité et avec Julio. Et j'ai voulu, avant qu'on aborde le sujet, tester ce qui se racontait, parce que ce professeur lui-même travaillait beaucoup sur l'hypnose et m'avait raconté beaucoup de choses qu'on découvre, si réellement la mémoire était augmentée lorsqu'on était là. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, il se trouve qu'il y a quelques semaines, j'ai invité un groupe d'ufologues espagnols très sérieux, d'ailleurs, qui m'avaient admis dans leur rang, qui s'appelait Stendek, et Julio. Je les avais invités dans la station spatiale de Vilafranca, parce que c'était quelque chose d'assez extraordinaire, avec des outils et des ordinateurs et toutes sortes d'appareils qu'on voyait nulle part ailleurs. Donc j'ai dit, il a fait toute cette visite avec nous, on va essayer de tester le système. Et donc, une première fois, je l'ai invité, pas d'hypnose, je lui ai dit, est-ce que tu peux me raconter tout ce dont tu te souviens de cette visite ? Et bon, donc il m'a raconté tout ce qu'il souvenait avoir vu, un appareil à gauche, un truc, un machin. Et ensuite, on s'est donné rendez-vous avec le docteur Duran Lopez, et on a refait la même chose, mais en le remettant en situation d'hypnose, mais dans le cadre de la visite qu'il avait faite chez nous. Et il a raconté ce qu'il voyait.
Et ensuite, en épluchant les 2 enregistrements, j'ai constaté qu'il y avait quand même un certain nombre de détails qui ressortaient, qui n'étaient pas ressortis dans le cas sans hypnose. On s'est dit, tiens, il y a vraiment quelque chose. Et puis, par la suite, il y a eu plusieurs séances de fait pour le remettre en situation dans son histoire. Et chaque fois, il racontait exactement les mêmes détails. C'est-à-dire que dès qu'il était en état de conscience modifiée, transe, on pourrait dire, enfin en tout cas de relaxation très profonde et dans le sujet, il nous décrivait les mêmes choses. Et chose curieuse, quand il reparlait le langage des gens, il faisait des borboriques, mais c'était toujours à peu près les mêmes. Ok. Donc ça avait l'air de se tenir. Alors, il y a même un moment où, sur les conseils de Claude Poher, que j'avais appelé, il m'a donné le numéro de téléphone et j'ai appelé Gordon Cooper. Gordon Cooper, c'est un des tout premiers astronautes américains qui sont allés dans l'espace, comme tous les astronautes. Et donc, je lui ai demandé s'il avait des sensations intimes lorsqu'il décollait en fusée. Donc, il m'a décrit quelques trucs. Et la fois suivante, sous hypnose, j'ai essayé de brancher Julio et il me décrivait les mêmes choses. Comme quoi, par exemple ? Comme par exemple le trou noir. Dans l'accélération, il y a un moment donné, tous les astronautes connaissent ça, on monte, l'accélération augmente, et il y a un moment, il y a un trou noir, on ne voit plus rien. Bon, et puis ça passe. Et donc, lui, il me décrivait ça aussi. Il ne pouvait pas le savoir, donc, Julio peut-être. C'est toute la question. Oui. On peut jamais... j'étais très, très troublé par ce cas. Alors, ça s'est terminé un peu en queue de poisson parce que, d'une part, malgré nos efforts, la presse avait commencé à s'affoler là-dessus. Ça commençait à faire beaucoup de bruit. Quand on faisait des séances, il y avait des gens qui arrivaient à s'incruster, nombreux et tout. Oui. Et ça commençait à agacer Julio et moi aussi. Et puis surtout... Julio ne cherchait pas la publicité. Il ne cherchait pas spécialement la publicité. Et puis moi, c'est le moment où j'ai quitté Madrid pour quitter l'ESA et rentrer en France. Donc ça s'est arrêté un petit peu comme ça. Je vous ai coupé, pardon, vous allez dire, et surtout ça commençait à agacer Julio. Oui. Oui. Et puis j'ai dû partir, donc je ne pouvais plus faire des séances. Et puis bon, je ne sais pas si on pouvait aller beaucoup plus loin que ça. Alors, la conclusion rapide, c'est de dire, c'est pas possible qu'il invente tout ça, qu'il fasse les mêmes borborismes et tout, c'est qu'il l'a forcément vécu. Bon, on peut pas éliminer le fait que le gars, il ait creusé son problème, qu'il ait étudié, lu des bouquins et qu'il ait ressorti tout ça. On peut pas non plus rejeter qu'il ait... Bon, alors, premièrement, qu'il l'ait vécu réellement, on peut pas le rejeter. On ne peut pas rejeter non plus qu'il ne l'ait pas vécu, mais qu'il n'en ait vécu qu'une partie. C'est souvent une question que je me pose avec ces histoires de rencontres rapprochées, c'est que le choc que vivent les gens qui se trouvent nez à nez avec un engin et éventuellement des personnages autour fasse que ça déclenche toute une histoire dans la tête. Oui. On n'en sait rien. Ou bien qu'il a tout inventé en ayant vraiment creusé le sujet pour faire parler de lui. Bon, j'en sais rien. En tout cas, voilà, cette histoire s'est arrêtée là. Des années après, en France, j'ai rencontré un auteur anglais sur le sujet qui s'appelle Timothy Good et qui m'a expliqué, et d'ailleurs c'est dans un de ses bouquins, que Julio s'était tué en voiture, d'ailleurs tout près de l'endroit où il avait vu cette histoire. Donc, fin de l'histoire. Vous n'avez jamais eu le fin mot de l'histoire ? Non. Alors, certaines personnes en Espagne, notamment, sont persuadées que tout ça, c'est un montage parce que le tout premier hypnotiseur qui avait travaillé, les ufologues autour, c'était pas forcément crédible. Moi, ça me paraît léger de virer ça sur ce sujet parce que ce que j'ai fait avec le docteur Duran Lopez... D'ailleurs, ce docteur est très sympathique parce que plus tard, quand j'étais déjà à Paris, il m'a invité à revenir à Madrid pour tout un cours d'hypnose réservé aux médecins normalement, mais j'y suis allé quand même avec lui. Donc voilà, l'histoire de Julio s'arrête là. Mais bon, il y a beaucoup de cas. Alors, est-ce que c'est vraiment le sujet des ovnis ? Est-ce que c'est à côté ? J'en sais rien, peu importe. Ça fait partie des choses qu'on essaye d'expliquer. Et ce qui est toujours troublant dans les affaires d'OVNI, c'est que des histoires un peu extraordinaires se multiplient partout. Alors, certains diront c'est peut-être une question d'inconscient collectif.
Je ne suis pas compétent pour répondre à cette question, mais il me semble qu'on peut creuser des voies là-dedans. Est-ce que c'est comme dans les NDE, le tunnel blanc? Bon, il se trouve que j'en ai vécu une, je sais ce que c'est. Et bon, tout le monde voit un tunnel blanc, mais est-ce que ça veut dire que le tunnel blanc existe ou qu'il y a des phénomènes nerveux qui font que le cerveau détecte un tunnel blanc? Aucune idée. Oui, parce que le docteur Lopez ne vous a pas dit que c'est pas parce que c'est de l'hypnose que c'est vrai. Absolument. C'est pas parce que c'est de l'hypnose que c'est pas quelque chose qui fait appartient à l'imaginaire. Ça peut être vrai pour la personne, mais est-ce que c'est vrai Ce qui est vrai de l'hypnose, que j'ai appris grâce à lui, c'est que ça vous met dans un état, ça n'est pas de la mémoire, c'est qu'on revit. Alors il existe un mot en français que j'ai entendu récemment, mais que j'ai oublié. Parce que l'hypnose à l'époque était un sujet tabou. Quand je suis rentré en France, j'ai voulu creuser là-dessus et même suivre des cours si possible, et c'était un sujet maudit. Bon. On n'avait pas le droit d'en parler, c'était pas sérieux. Bon, et ça a beaucoup évolué depuis. Et ce que je sais, c'est que réellement, et ça a été mesuré avec des électroencéphalogrammes, etc. Oui. C'est les zones du cerveau qui sont animées activées lorsque par hypnose on vous replonge par exemple sur une plage ou avec toutes les sensations d'une plage, sont pas les mêmes que celles lorsque vous avez juste le souvenir de cette plage. Bon, on revit d'une certaine façon, mais est-ce que ça prouve que ça a existé? Pas forcément du tout, mais ça prouve en tout cas la sincérité, et ça c'est un point important dans tout le dossier OVNI, c'est que la plupart, bon il y a des rigolos, mais la plupart des témoins sont des gens qui sont de bonne foi, qui décrivent ce qu'ils ont vu. Bon, je raconte dans mon petit bouquin sur le sujet que j'avais reçu une histoire d'un Espagnol qui s'appelait Anthony Ribera, qui était un auteur connu sur le sujet, il y a de ça beaucoup de décennies. Il me racontait une histoire qui illustre le fait que les gens racontent exactement ce qu'ils ont vu. Un jour en Angleterre, alors bon, le détail, je suis plus très sûr, mais sur le fil de l'histoire, oui. En Angleterre, il y a un petit avion commercial, un tout petit avion qui desservait une ville, et dans lequel donc il y avait quelques personnes, et ces personnes, lorsque l'avion a atterri à sa destination, ont toutes confirmé la même chose. On a vu par le hublot un éléphant rose. Bon, je vous fais pas de dessin sur les commentaires éthyliques et autres, mais finalement l'explication a été trouvée peu de temps après. Ce petit avion avait survolé un patelin dans lequel il y avait un petit cirque ambulant, dont l'emblème était un ballon, un éléphant rose gonflé à l'hélium attaché par une corde. La corde avait lâché, l'éléphant était monté, l'avion était à faible altitude et les gens avaient vu un éléphant rose. Ils ne pouvaient rien dire d'autre. Le syndrome de l'éléphant rose. Les gens sont sincères. Les gens disent ce qu'ils pensent avoir vu. Ouais. La plupart. Encore une fois, il y en a qui sont de mauvaise foi, mais c'est une minorité. Donc François, après votre mission pour l'ESA, vous rentrez en France dans les années 80. En 80, oui. En 80. Et vous êtes alors plongé dans le renseignement militaire spatial. Oui. Au sein de l'ETCA, l'établissement technique central de l'armement. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous y faites exactement? Voilà, donc j'ai été mis en contact avec des gens de la DGA, Délégation Générale pour l'Armement, et plus précisément à Arcueil, à l'ETCA, qui étaient impliqués dans un projet de satellite militaire d'observation, qui s'appelait SAMRO à l'époque. Il faut savoir qu'à cette époque-là, en 80, il n'y avait aucun satellite français, même pas civil. Le premier spot n'était pas encore tiré. Et donc, il fallait concevoir, faire par des industriels, quelque chose qu'on n'avait encore jamais fait en France, c'est-à-dire un système de satellite imageur de haute précision, et puis la station sol qui va avec, qui contrôle le satellite, qui reçoit les images, qui les traite, etc. Alors moi, j'avais une expérience, j'étais pas plus malin qu'un autre, mais le hasard de la vie avait fait que j'avais une expérience de plusieurs années de ces fameux segments sol sur lesquels j'avais travaillé à Darmstadt et à côté de Madrid. Donc c'était ça la mission. Le service dans lequel je travaillais au profit d'un autre service qui, lui, gérait le projet de satellite, qui était un service qui s'appelait la direction des engins à l'époque. Et donc j'étais là pour aider à choisir, à définir les systèmes informatiques pour contrôler ce futur satellite, pour recevoir les images, pour les traiter et tout ça.
Et ce travail m'a très vite amené, après une première phase où je m'occupais de tout ça en général, à me concentrer sur la partie image. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on ferait de ces images ? Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de PC, il n'y avait même pas de station de travail. Et le traitement d'image, c'était un truc tout à fait extraordinaire qui nécessitait une demi-douzaine d'ingénieurs autour d'un système pour travailler dessus. Et donc, je me suis un peu concentré là-dessus et sur le poste qui serait le poste de photo-interprétation, c'est-à-dire là où les images, une fois décortiquées du signal venant du satellite, on essaierait de trouver ce qu'il y a dedans et ce qu'il n'y a pas. Pour des buts militaires, en l'occurrence, puisque le projet Samro était fait pour ça. Samro qui a été rebaptisé Helios ensuite. Et Helios, alors Samro n'a jamais existé, Helios a été lancé, il y a eu par la suite, mais j'y suis plus, Helios 2, et puis actuellement tout un tas de satellites, dont je ne suis pas sûr de connaître tous les noms. Voilà, donc mon travail était là-dessus, et très vite, c'est là qu'est née un petit peu une rivalité. Je me suis aperçu que j'étais juste à côté, enfin je travaillais avec un laboratoire de traitement d'images, donc tout à fait innovant pour l'époque, de la DGA à Arcueil, et qu'il en existait un autre à Bruges, donc en Bretagne, au CELAR, qui travaillait un peu sur le même sujet et sur beaucoup d'autres sujets dont ils avaient l'exclusivité de la compétence. Et pour ce qui est de l'avenir du traitement de ces futures images de satellites, encore une fois, on n'avait même pas de satellites civils. Tout ce qu'on avait, c'était des images de satellites civils américains avec 80 mètres de résolution au sol. Enfin bon, ça n'avait aucune utilité pour les militaires. Moi, j'étais d'avis qu'il fallait absolument des systèmes qui permettent à des gens qui ne sont pas des informaticiens, mais qui sont des spécialistes du contenu des images de faire leur boulot. Et du côté de nos amis de l'autre laboratoire, le credo, c'était, fini, tous ces gens-là qui travaillent sur des futurs écrans ou ce qu'on veut. Il y a des choses qui sont apparues, qui s'appellent des systèmes experts, c'est-à-dire l'IA, c'est la même chose. L'IA de l'époque. L'intelligence artificielle, l'IA de l'époque, et qui pourront très bien faire le travail. Et donc, on s'est un peu bagarré. Pendant un certain temps, je me suis fait passer pour un vieux crouton. Et puis, j'ai fini par persuader les gens pour qui je travaillais d'acheter une machine qui venait de sortir, une machine américaine de traitement d'images, qui, pour la première fois, était programmable. Parce que celles qui existaient déjà, qui étaient très bonnes, il y avait des petites machines françaises qui étaient excellentes, mais qui étaient des boîtes fermées, quoi. Il y avait les commandes qu'il y avait dedans et c'est tout, on ne pouvait rien en faire. Donc j'ai fait acheter une machine à je ne sais plus combien de millions. Et puis petit à petit, on m'a aidé grâce à une personne à laquelle je dois tout, qui est le colonel Jean Launay, à qui je rendais les comptes quand je travaillais comme consultant. On a monté ce qu'on a appelé le CEPIA, Centre expérimental de photo-interprétation des armées, à Arcueil, qui est tout un petit centre qu'on a complètement verrouillé pour pouvoir y travailler en confidentiel défense, voire dans certains cas en secret défense, et installer ces machines. Et puis, sur ces machines, il fallait faire quelque chose. Et puisque jusque-là, encore une fois, pour faire des traitements d'images, il fallait tout connaître de l'informatique, du traitement de signal, etc. Et donc, j'ai eu l'idée de commencer à essayer de développer un logiciel qui permettrait à des gens non spécialistes de ça, mais spécialistes des images et de leur contenu, de faire le boulot. Et c'est là qu'est née l'idée d'un logiciel que j'ai baptisé OCAPI, qui voulait dire outil cartographique d'aide à la photo-interprétation. Et on a commencé à développer ce logiciel dans le CEPIA. Et au fil du temps, ça a intéressé beaucoup de gens, des militaires, et puis très vite des services de renseignement, et puis très vite encore plus de services de renseignement. Français ? Jusqu'à un stade... Oui, français, exclusivement français. Et au bout d'un certain temps, j'ai même pu faire financer une deuxième machine. Donc on avait plusieurs salles qui travaillaient. Et jusqu'à 10, voire plus, je ne sais plus, de services de renseignement différents de l'armée de terre, de l'armée de l'air, des GSE et autres services, venaient réserver, comme on réserve des plages horaires d'un tennis, ils réservaient des créneaux dans le CEPIA pour venir. Alors, il faut dire qu'à l'époque, on avait déjà lancé des satellites civils, un satellite civil français qui était Spot,
et que c'était franchement mieux que rien. En tout cas, beaucoup mieux que les satellites précédents américains, parce que c'était beaucoup plus fin. On arrivait à 10-20 mètres de résolution. Et il y a eu la guerre du Golfe, la première. Et donc, ce centre qui était fait pour faire essentiellement de l'expérimentation pour définir les besoins du futur satellite français, Hélios, a servi aussi beaucoup pour analyser les images de ce qui se passait là-bas au Moyen-Orient et qu'est-ce qu'il fallait voir ou pas comme usine d'aspirine ou usine d'armement ou choses comme ça. Voilà. Donc c'est comme ça que s'est développé le logiciel Okapi, qui a eu toute sa vie ensuite et dont on m'a un peu poussé à créer une société pour le gérer ensuite. Donc ça a été la société Fleximage que j'ai créée en 88 et qui a vécu 18 ans sur cette activité. Juste qu'on comprenne un exemple très concret du fonctionnement du logiciel Okapi. Donc vous recevez une image du satellite Hélios, typiquement. Et qu'est-ce que faisait en fait le logiciel ? Le logiciel, l'idée de base, c'est encore une fois, c'est de simplifier la vie. L'étape précédente, c'est qu'il fallait un logiciel pour afficher une image sur un écran, pour changer le contraste, pour faire du traitement de présentation de l'image. Et puis ensuite, il fallait un autre logiciel si on voulait faire des calculs de localisation avec de la géographie, des projections ellipsoïdales de la Terre, enfin des représentations de la Terre. Il fallait tout un tas d'outils différents qui demandaient des spécialistes différents et tout ça. Donc l'idée, c'était de dire, il faut qu'on essaye de faire un truc où l'utilisateur ne voit pas tout ça. Et donc de travailler dans ce qu'on appelait déjà à l'époque de l'orienté objet. C'est-à-dire qu'on avait un objet qui est une image, je charge une image, elle s'appelle Toto. Voilà, elle s'appelle Toto. Ensuite, je vais fabriquer ce qu'on appelait un plan renseigné, c'est-à-dire un graphique associé à l'image, c'est-à-dire une carte qu'on va dessiner interactivement sur l'écran. Et cette carte, je vais l'appeler Titi ou Toto, si je veux, pour pouvoir l'associer à la première image. Des choses extrêmement simples comme ça. Et le plus possible, masquer les complications techniques et surtout éviter le foisonnement. Parce que le problème avec les développeurs de logiciels, c'est qu'ils ont tendance à vouloir se faire plaisir. Et se faire plaisir dans ce domaine-là, ça peut être ajouter 500 filtres qui existent dans la nature pour les images avec des noms abracadabrants, etc. Alors qu'en pratiquant, pour un certain type d'application, il suffit de se limiter à 2 ou 3 et de les appeler avec des noms simples et que les gens puissent faire leurs manœuvres et passer d'une activité à l'autre. C'est ça la caractéristique. Donc, Okapi, vous chargez une image, vous faites un plan renseigné, vous faites un tas de transformations de l'image elle-même. Vous faites du zoom, de la rotation, du contraste, du filtrage, parce qu'on peut filtrer les images. Et tout d'un coup, vous dites, ça me plaît, mais je ne me rappelle pas ce que j'ai fait. Aucune importance, on stocke ce qu'on appelle des conditions de visualisation. C'est-à-dire que le système va retenir tout ce qui a été fait sur cette image. Et après, en appelant ce truc qui s'appelle Titi, on va pouvoir l'appliquer à cette image si on la recharge, ou à une autre si on veut faire le même traitement, etc. Donc c'est ça un peu l'idée, c'est de rendre le photo-interprète un peu autonome. Alors la conclusion, c'est que dans un outil comme Okapi, pris individuellement, il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas d'outil, chaque outil existe ailleurs. Pour ça que ceux qui nous critiquaient, ou ceux qui faisaient des appels d'offres en les confiant à des étudiants, qui ne voyaient un peu que ça, ils faisaient la liste des filtres, vous n'avez pas celui-ci, vous n'avez pas celui-là. Le but n'était pas du tout ça, le but était de faire que la personne puisse facilement faire enchaîner des outils qui existent par ailleurs, mais qu'on a su mettre ensemble. C'est très clair. Par la suite, on a ajouté, notamment dans Hypaco, dont on parlera plus tard, des outils originaux, mais ça, c'est plus tard. Oui, donc justement, j'allais vous demander comment ce travail avec Okapi, qui était un travail pionnier, a forgé votre approche ufologique. Oh, c'est pas... Oui, il l'a forgé parce qu'on a eu l'occasion de triturer quelques images célèbres notamment celle qui nous est arrivée en 82 avec le GEPAN, celle de Costa Rica, le lac de Côte. Là, c'est une des photos qui résiste encore un peu à l'analyse. Donc, le fait de développer ça, ça me permettait de glisser une image d'OVNI sur les systèmes qui, par ailleurs, servaient aux militaires à travailler sur leur sujet.
Et puis, bon, je continuais à m'intéresser vraiment au sujet. Dès que je suis rentré en France, je vous dis, j'ai pris le statut de consultant et vis-à-vis du GEPAN, j'ai fait des développements. Alors, le premier développement que j'avais fait sur les filtres dont je parlais tout à l'heure, c'était sur des machines antiques, vraiment, qu'il fallait programmer d'une façon complètement ésotérique, etc. Mais à partir de là, pour toute la suite, je profitais de CAPI qui permettait de faire les choses beaucoup plus simplement et tout. Et je profitais aussi de l'environnement de l'ETCA où je travaillais, où il y avait des compétences très fortes, notamment à une occasion particulière sur un enregistrement acoustique. Alors c'est assez rare dans les dossiers OVNI. Celui de Nord-sur-Erdre ? Celui de Nord-sur-Erdre, donc on n'est pas très loin, étant à Nantes. Oui, là, personnellement, j'y connaissais pas forcément grand-chose. Mais quand ce cas est apparu, où un jeune garçon qui prétendait donc avoir vu des ovnis depuis sa terrasse, alors qu'il écoutait sur son petit magnétophone portable Joe le taxi de Vanessa Paradis, avait interrompu son disque, si je puis dire, pour enregistrer le bruit que faisaient ces fameux ovnis. Et alors ça fait le tour de la planète ufologique tout de suite, parce que ça faisait un bruit assez bizarre. Et des tas de labos, y compris très sérieux, se sont penchés sur le cas, à mon avis, du mauvais côté. C'est-à-dire qu'ils ont essayé d'identifier quel était ce bruit qu'on avait enregistré. Alors ça ressemblait à ce qu'on appelait la moulinette à caviar, c'est-à-dire des choses émises dans les ondes moyennes qu'on peut récupérer sur un appareil radio par des radars. Et bon, j'ai accepté un contrat donc avec le GEPAN à l'époque pour essayer de le faire, sachant qu'il y avait un labo d'acoustique à l'étage en dessous du CEPIA. Et donc je suis allé voir ces gens, et très vite ils ont posé le problème avec moi dans le bon sens, c'est-à-dire ce petit appareil dont j'ai d'ailleurs la réplique exacte chez moi, le CNES me l'avait donné. Permet d'enregistrer grâce à un petit micro extérieur, donc ce qui se passe autour, ou d'enregistrer la radio. Donc il y a un mode radio, il y a un mode micro. Et on a réussi très vite à monter une manip qui a prouvé que l'enregistrement qu'on entendait était en mode radio. Ce qui invalidait l'histoire du gamin. Puisque, alors comment est-ce qu'on a fait ça ? On s'est aperçu avec des enregistrements précis que quand on était en mode micro, il y avait toujours un petit bruit de fond, puisque c'était micro. Même, ne serait-ce qu'un petit bruit qui venait de l'appareil lui-même, enfin bon. Alors que en mode radio, non, on prend le signal radio et il est copié tel quel. Donc ça invalidait l'histoire du gamin dans un domaine qui n'était pas celui de l'image pour une fois. Et est-ce que l'enfant a fini par... Ça, je ne sais pas, mais... Ce que j'ai ajouté tout de suite, parce que c'était la deuxième fois dans la même année que j'avais une histoire liée à un gamin de 10 ans. Bon, l'autre fois, c'était une histoire de photos. Mais dans les deux cas, j'ai démontré que c'était des faux. Mais j'insiste beaucoup sur le fait que j'ai jamais démontré qu'il n'avait rien vu. Oui, tout à fait. Ouais. Je pense que ça, c'est un problème. On le retrouve dans des cas, dans d'autres cas, j'ai vu ça déjà. C'est-à-dire que quelqu'un, notamment un enfant, qui est confronté à quelque chose d'assez extraordinaire, de frappant ou de saisissant ou de terrifiant, veut absolument transmettre ça autour de lui. Et pour être convaincant, il peut aller jusqu'à la production de faux, quoi. Mais simplement parce qu'il a trop envie que ça se sache. Et qu'on le croit. Donc ça, j'en sais rien. Et l'autre enfant, c'est quoi ? L'autre enfant, c'était un gamin qui avait vu pareil par la fenêtre de sa chambre. Il y avait une grande fenêtre et il avait aperçu 3 engins qui se déplaçaient de droite à gauche au-dessus de la nature, puisque sa fenêtre donnait sur la nature. Et donc on m'a filé ces photos. Alors là, j'ai utilisé CAPI à l'époque. Et ce qui est extrêmement sympa, c'est ce que je dis dans mon bouquin, j'aimerais pouvoir rencontrer ce gamin aujourd'hui et le remercier parce qu'il m'a rendu un service gigantesque. J'étais en train d'écrire, dans le cadre d'un contrat avec le GEPAN, un rapport sur tout ce qu'on pouvait faire à l'époque en traitement d'image pour étudier, analyser une photo. Et les photos de ce gamin m'ont donné l'occasion de démontrer de 6 manières différentes, donc avec 6 raisonnements différents,
qu'il avait triché. En fait, il avait collé des petits trucs sur sa fenêtre, mais ça avait une bonne gueule parce que c'était un peu flou. Mais il avait collé des petits objets sur sa fenêtre qu'il avait déplacés d'une photo à l'autre. C'est pareil. Je ne sais pas s'il n'a pas vu quelque chose, ce gamin, et qu'il a voulu nous le montrer. Mais enfin, voilà. Bon. En tout cas, il vous a permis de faire un cas d'école par rapport à vos outils. Donc François, vous êtes à la fois consultant pour la défense et puis vous commencez à vous réaliser des expertises pour le GEPAN. Est-ce qu'un accord officiel a été passé entre l'armée et le GEPAN pour que vous puissiez travailler pour les deux ou pas du tout ? Ah non, pas du tout. Non. C'est pour ça que j'étais très content d'avoir choisi le statut de consultant indépendant, profession libérale. Je faisais ce que je voulais. Bon, d'ailleurs, ça m'est arrivé de faire des prestations qui n'avaient rien à voir avec tout ça. Assez rarement, mais c'est arrivé. Non, j'avais d'un côté... Bon, alors évidemment, les gens savaient ce que je faisais, etc. Bon, parce que ça m'arrivait de temps en temps de passer dans une émission de télé, donc qui servait d'ailleurs à pas grand-chose la plupart du temps, sauf à une occasion, on en parlera peut-être. Oui. François, à cette période-là, vous commencez à être un scientifique du coup reconnu sur ce sujet-là et vous êtes invité à un sommet qui est assez célèbre aujourd'hui, le sommet de Pocantico en 97. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette aventure particulière ? Ah oui, c'est une aventure particulière et un très bon souvenir. Ce qui s'est passé, c'est que ça vient de la famille Rockefeller. Il y a une famille de SDF bien connue. Et donc, l'un des Rockefeller s'intéressait beaucoup à des sujets culturels ou scientifiques et des choses comme ça. C'est des gens qui ont beaucoup aidé le château de Versailles, etc. Enfin, beaucoup de choses. Et notamment, lui s'intéressait à cette histoire d'OVNI. Et ce qui l'agaçait beaucoup, c'est que les scientifiques ne se penchent pas sur le sujet. Alors, il avait déjà contracté une personne dont le nom m'échappe, mais pour essayer de faire un tour sur la question. Et à un moment donné, il a voulu faire un colloque de travail dans sa maison de Pocantico, j'en parlerai après, pour confronter un peu de force, si je puis dire, des gens sur le sujet des traces physiques laissées par les ovnis. Les traces physiques, ça peut être des photos, des enregistrements radars, des traces au sol, des traces sur les humains, des débris, des choses comme ça. Voilà. Et il voulait confronter les meilleurs spécialistes ufologues de chacun de ces domaines avec, si possible, le meilleur de leur cas, à un panel de scientifiques bien connus, avérés, dont la plupart ne connaîtraient pas du tout le sujet, pour faire en sorte qu'ils dialoguent et que, si possible, après chaque journée de présentation par des ufologues, il y ait une discussion, on fasse un compte-rendu et qu'à la fin, on édite tout ça, pour avoir un nouveau point de vue de la science officielle, sachant que la seule fois où ça s'était produit, c'était dans les années 60, le rapport Condon, du professeur Condon, dont tout le monde sait que c'est quand même assez compliqué à interpréter, puisque le corps du rapport est passionnant et décrit tout un tas de cas dont beaucoup sont proclamés inexpliqués. Mais les conclusions qui avaient dû être écrites à la signature du marché au départ disent il n'y a rien à voir, il n'y a pas d'OVNI et en plus la science perd son temps. Voilà. Donc il voulait faire ça. Alors évidemment, il se trouve que dans les ufologues chargés de présenter le sujet, ils avaient invité Jean-Jacques Velasco qui dirigeait le CEPRA, qui était à peu près le seul organisme officiel au monde à travailler sur ce sujet. En France, oui. À part peut-être le Chili, mais en France, oui, c'est sûr. Et le CNES a proposé, et je me suis trouvé propulsé, non pas dans les ufologues, mais dans l'équipe des scientifiques, ce qui était très honorifique, parce qu'il y avait des gens très connus. Donc, le but était de faire ça. Alors, 2 mots sur Pocantico. Pocantico, c'est un endroit qui se trouve à une 40aine de kilomètres de New York, qui a été la maison de la famille Rockefeller pendant très longtemps, qui est dans une région absolument superbe, très vallonnée, qui donne sur la vallée de l'Hudson, au fond du paysage. Et cette maison est d'une richesse et d'une beauté insoupçonnable. Et tout le temps où il y avait les Rockefeller qui vivaient là, il y avait une loi qui faisait qu'on ne pouvait rien construire qui fût visible du jardin des Rockefeller. Ça veut dire que quand on se baladait dans le parc, on voyait des kilomètres et des kilomètres de nature, d'arbres, de vallées, l'Hudson au fond, et pas une baraque, rien. Alors qu'on était à 40 km de New York.
Et pour vous dire l'intérieur, une salle gigantesque de bowling, tout en bois. Des galeries d'art. Moi qui habitais à Paris, à côté du musée Picasso, il y avait plus de Picasso chez Rockefeller qu'à côté de chez moi. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais des statues, des gens les plus connus, plein le parc. Enfin, alors en plus, le soir, on avait droit, le déjeuner de midi était très sobre, évidemment, on travaillait, mais le soir, on avait droit à une galerie de vins. Ils avaient une cave absolument exceptionnelle de vins français ou américains. Bon. Voilà, je vous ai décrit Pocantico. C'est vraiment un moment difficile à vivre. Et vous parlez des experts, juste du côté des ufologues. On avait un expert français qui est bien connu aujourd'hui, Jacques Vallée aussi, qui était présent. Ah oui, alors Jacques Vallée, oui, alors français ou américain. Oui, c'est vrai qu'il faisait partie de l'équipe, tout à fait, et lui, il présentait les débris. Ok. Alors, le problème, c'est que ça ne s'est pas déroulé du tout comme prévu initialement. Puisque, pour plusieurs raisons. D'abord, dans le groupe des scientifiques, comme je vous ai dit, il y avait des gens tout à fait renommés qui n'étaient pas du tout branchés sur le sujet, qui savaient que c'était un sujet très, très brûlant et dangereux, et qui n'étaient pas très prêts à collaborer, enfin, à donner des choses positives. Et puis, il se trouve aussi qu'un certain nombre des premières présentations étaient pas très convaincantes. Enfin, on n'en veut pas aux gens qui les ont faites, mais pour un scientifique professionnel, c'était pas très convaincant. Alors, ce qui s'est passé très vite, c'est qu'au bout des premières présentations et dès le premier soir, à un moment donné, on se disait au revoir et on se retrouvait que entre les scientifiques. Il y a eu des quasi-rébellions. Enfin, il y en a qui ont dit « Oui, moi, je reste pas là, c'est pas possible, c'est des conneries, c'est pas sérieux. » En tout cas, il n'y avait pas moyen de trouver un terrain d'entente avec ce qui avait été décrit. Alors, les gens sont quand même restés pour deux raisons. La première, c'est que c'était quand même un endroit magnifique. En plus, on était largement défrayés. Donc, c'est une bonne raison. Mais surtout, le professeur Peter Sturrock, dont je n'ai pas encore parlé, mais qui était chargé de présider tout ça et d'organiser tout ça, qui était un gars remarquable, était en même temps un psychologue extraordinaire. Et il arrivait toujours à dire aux gens, patientez, on va voir plus tard ce qui se passe, etc. Donc, la semaine s'est écoulée avec des présentations plus ou moins convaincantes. La plus intéressante, il faut le dire, étant celle présentée par Jean-Jacques Velasco sur un des cas d'interaction avec les végétaux. D'accord. Et puis, il a présenté aussi le seul et unique cas français de prix d'un avion, le cas de Duboc. C'est un ovni qui avait été vu par tout un équipage. Donc la semaine s'est passée et quand on s'est retrouvé avec les scientifiques, il a très vite été clair qu'on ne pouvait rien écrire et signer à ce stade-là. Mais pour quand même être un peu correct vis-à-vis de professeur Sturrock, on s'est donné comme principe d'y réfléchir et de se retrouver 2 mois plus tard à l'endroit le plus commode pour nous tous, qui s'est avéré San Francisco. Moi qui habitais Paris, c'était très bien. Et pour là-bas travailler à la rédaction d'un papier qu'on pourrait publier. L'intérêt, c'était quand même qu'il y ait un papier qui sorte signé par tout le monde, parce que s'il y avait la moitié qui avait quitté ça aurait eu un poids très très léger. Donc voilà, on s'est quitté là-dessus et on s'est retrouvé 2 mois après à San Francisco pour un week-end de travail. Et là, ça a été un travail extraordinaire du professeur Sturrock, qu'on a repris tous les comptes rendus, phrase par phrase, jusqu'à trouver sur chaque point un truc que tout le monde pouvait accepter de signer. Ça a été assez laborieux. Alors, le texte qu'il en ressort, que j'ai mis en annexe d'ailleurs dans mon petit bouquin, le texte qui en ressort, et on peut dire c'est un petit peu mou, mais il est quand même vachement important. Pourquoi ? Parce que la comparaison, c'est avec le rapport Condon. Le rapport Condon disait 2 choses que je considère comme bien distinctes. La première, c'est qu'on n'a pas la preuve de phénomènes extraordinaires et encore moins de visiteurs extraterrestres. Bon, plof. Et la deuxième, c'était la science perd son temps avec ses foutaises. Ouais. Et la conclusion de Pocantico, sur le premier point, était à peu près la même chose. Il disait, écoutez, on a entendu beaucoup de choses, mais il n'y a pas de quoi nous convaincre qu'il y a vraiment des phénomènes extraordinaires, et encore moins qu'il y ait des visiteurs extraterrestres. Mais sur le deuxième point, on a été convaincus que la science aurait tout intérêt à se pencher sur ces observables pour essayer d'avancer.
Et nous avons un très bon exemple, même si c'est à petite échelle et modeste, mais qui est le GEPAN français. Et on devrait s'en inspirer. Et la science Donc ce compte-rendu a été publié pour essayer de faire un choc le même jour, à un moment donné, en juillet 1998, dans le monde entier. Et ça a eu quand même beaucoup de répercussions dans pas mal de pays, sauf en France. Parce qu'il y avait un petit événement. Il y avait un petit événement, on était en plein en cours de finale de la Coupe du Monde de foot, avec Zidane et compagnie. Donc franchement, c'était plus intéressant que les ovnis de Pocantico. En tout cas, ce rapport existe. Bon, on n'a pas fait avancer beaucoup le schmilblick, mais on a changé le point de vue officiel de la science. Ça avance pas par pas. Est-ce que vous vous souvenez du témoignage d'Al Puthoff, qui faisait partie des experts, des ufologues consultés ? Puthoff était là, tout à fait, et non, je ne me souviens pas de ce qu'il avait raconté. Alors tout ça, le rapport de Pocantico est dans un livre de Sturrock qui fait partie des livres que j'ai amené une petite liste de livres que je recommande. Très bien. Enfin, bon, on verra ça à la fin de l'interview, avec plaisir. Vous venez d'évoquer le GEPAN, qui faisait partie aussi de vos conclusions de ce fameux sommet, qui pouvait servir d'exemple à être reproduit dans d'autres pays. Est-ce que ça a été suivi ? Alors, je n'ai pas connaissance qu'il y ait eu des suites, hélas, à ces conclusions du rapport de Pocantico. Ce que c'est qu'une fois rentré en France, j'étais, comme je vous le disais, ami du directeur général du CNES, Gérard Brachet, et j'ai voulu l'informer de ce qui se passait. Je l'avais déjà informé dans un titre tout à fait privé de l'existence du service GEPAN dans son CNES, parce que c'est tellement petit à Toulouse qu'il s'en était à peine aperçu, et qu'il ne connaissait pas vraiment. Okay. Et j'avais même organisé une réunion privée entre lui et Jean-Jacques Velasco, donc on avait court-circuité toute la chaîne de hiérarchie. Et là, je l'ai invité à déjeuner un midi pour lui expliquer ce qui s'était passé à Pocantico. Je dis, ce serait quand même intéressant que tu saches qu'il y a eu un truc de scientifiques reconnus, américains et autres, sur le sujet, et que les conclusions étaient que ce serait intéressant d'étudier le sujet, et surtout qui donnait comme modèle ton service GEPAN. Donc ce serait bien que tu le saches. Et d'ailleurs, à ce moment-là, j'ai même évoqué avec lui la possibilité d'inviter le professeur Sturrock pour qu'il discute avec lui. Et il était d'accord, et Sturrock était d'accord. Sauf que ça n'a jamais pu se faire pour des raisons de timing, que le professeur Sturrock est décédé un jour. Donc ça n'a jamais eu lieu. Mais au moins, ça a permis de créer les prémices de ce qui serait plus tard l'histoire de l'audit du CEPRA. Vous m'ôtez les mots de la bouche, François, puisque j'allais vous questionner sur cette fameuse audit du CEPRA en 2001, du coup. Donc, effectivement, Gérard Brachet, qui est le directeur du CNES, vous confie cette mission de l'auditer parce qu'il est menacé de fermeture. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, alors Gérard Brachet me contacte et me dit « Bon, j'ai ce GEPAN. Ce GEPAN-là, il était réduit à son strict minimum parce qu'entre-temps, il y avait eu des directions qui n'étaient pas tellement favorables et qui avaient survécu grâce à la ténacité de Jean-Jacques Velasco, qui s'est accroché pendant plus de 20 ans. Et il me dit, tout le monde me critique, ça marchait très mal. Les gens de la com n'étaient pas d'accord avec le GEPAN, donc l'aidaient pas. Enfin, c'était horrible. Il était obligé de payer de sa poche pour aller faire des enquêtes. Enfin bon. Et donc, il me dit, voilà, ce truc est très critiqué. La plupart des gens me disent de l'arrêter. Mais j'en ai quelques autres qui me disent si ça reste, il faut le transformer, il faut faire quelque chose qui marche. Donc j'aimerais bien faire un audit de ce problème. Est-ce que ta société Fleximage pourrait faire ça ? Alors, en l'occurrence, la société Fleximage, c'était moi personnellement. Et donc j'ai accepté ce contrat et ça a été absolument passionnant. Parce que d'une part, j'ai fait un peu le tour de la situation, comment était le GEPAN, dans quelles conditions travaillait ou ne travaillait pas Jean-Jacques Velasco. J'ai fait un peu le tour de ce qui se faisait dans le monde. Et puis surtout, la mission essentielle, c'était d'aller interviewer, avec un mandat officiel du CNES, donc là, toutes les portes s'ouvrent, des grands patrons. Et quand je dis grands patrons, c'était vraiment le niveau maximum de tous les organismes qui, pour une raison ou une autre, sont concernés. Ça veut dire la science, la défense,
L'industrie ? Oui, pas directement l'industrie, mais les médias, parce que les médias en parlent beaucoup. Et donc, j'ai été rendre visite, enfin, j'ai eu des réunions avec une trentaine de personnalités, et c'est donc une discussion sur le sujet, ce qu'ils en pensaient. Et les questions principales, c'est est-ce que oui ou non, il faut poursuivre cette activité ? Si la réponse est oui, est-ce que le CNES est bien placé ou est-ce que ça pourrait être ailleurs ? Sachant qu'on avait beaucoup envisagé à l'époque de transférer le GEPAN à la Défense, à la DGA. On m'avait même, à un moment, j'avais travaillé officiellement sur ce sujet, fait un projet. Et la DGA aurait été ouverte ? Non, mais oui, ça aurait pu se faire, mais ça n'a jamais été fait, heureusement, parce que c'était pas une bonne idée. Donc, il y avait toutes ces questions. Et les questions principales, c'était, comme je vous disais, faut-il poursuivre cette activité ? Si oui, pour des raisons scientifiques et ou pour des raisons civiques, c'est-à-dire de réponse à des gens. Que le problème soit sérieux ou pas, c'est pas la question, c'est que les gens se posent des questions. Ouais. Et pour la faire courte, si je puis dire, la majorité des gens, enfin une petite majorité des gens ont répondu oui sur le plan scientifique. C'est-à-dire, après tout, la science a pour but d'essayer d'expliquer tous les observables. Et là, on parle d'observables. Bon, c'est des choses observées par des gens. Donc, il y avait une petite majorité. Mais il y en a quand même pas mal qui disaient non, franchement, c'est pas intéressant. C'est bon. Mais sur la question civique, alors là, à l'exception d'une personne à laquelle je ferai la grâce de ne pas la nommer, qui m'a répondu des choses pas très intéressantes, du genre moi, ce que je peux pas faire dans mon labo, ça n'existe pas. Bon, si on limite le monde à ça, c'est terrible. Enfin, à part cette exception, tous les gens étaient d'accord, y compris ceux que le sujet des ovnis énervait le plus, pour dire oui, il faut quelque chose. C'est un vrai sujet, le public a des demandes, les aviateurs ont des demandes, civils ou militaires, parce que des fois, ils rencontrent des choses qu'ils aimeraient bien s'expliquer. Et donc, si on ne fait rien d'officiel, on ouvre la voie à tous les comiques, à toutes les sectes, à toutes les dérives possibles, les raéliens et tout ce qui s'ensuit, enfin bon, n'importe quoi. Donc, c'est une immense majorité. Et la majorité était également d'accord pour le fait que le CNES était le mieux placé. Pourquoi ? Parce que la défense aurait des billes, elle est concernée, c'est sûr, ne serait-ce que parce qu'elle est chargée de ce qu'on appelait à l'époque la surveillance des abords, c'est-à-dire maîtriser ce qui se passe autour du ciel de notre pays. Mais elle a un problème, la défense, c'est qu'on l'appelle la grande bête. Et donc, par définition, on sait qu'il y aura des trucs étouffés ou que les gens penseront que c'est étouffé, etc. Alors que le CNES, d'abord, il a une expérience, même si le GEPAN est réduit à pas grand-chose, il existe depuis plus de 20 ans, d'une part. D'autre part, il a à sa disposition toutes les données sur les satellites, sur les rentrées de satellites, qui expliquent beaucoup de grands phénomènes, y compris en 90. Tout le monde a vu des ovnis, mais c'était des débris d'une station. Et puis surtout, il a aussi des liens très forts avec la défense. Ouais. Donc, il peut avoir accès à des données sur les radars militaires, sur tout ce qu'on veut dans la défense. Voilà, donc j'ai présenté les conclusions de cette audit en 2001, je crois, devant un parterre absolument somptueux, avec toute la direction du CNES et des gens de l'Académie des sciences, etc. Enfin, j'ai présenté mes conclusions, y compris mon avis personnel, ce que je pensais qu'il fallait faire, etc. Autrement dit, je disais, il faut absolument remettre ça sur pied, avec quand même un minimum... Pas beaucoup de moyens parce que c'est pas justifié, mais un minimum de moyens pour que ce soit un peu sérieux. Et puis surtout, il faut ouvrir. Jusqu'ici, c'était quelque chose qui était une boîte noire. Les gens donnaient de l'information sur ce qu'ils avaient vu, mais il n'y a rien qui sortait du GEPAN. Il y avait des notes techniques, mais elles étaient internes au CNES. Et c'est là que quelqu'un... Et c'est pas moi qui ai le mérite de ça. Alors, j'ai plaidé pour qu'on récupère le nom du GEPAN, parce qu'entre-temps, ça s'était appelé CEPRA, avec des explications différentes. Enfin... Bon, quand un nom commence à être connu, il ne faut surtout pas le changer, c'est une règle de base. Le GEPAN s'était fait connaître à Pocantico notamment. Mais quelqu'un a eu la bonne idée d'ajouter un « i » dans GEPAN pour information, ce qui était un des buts principaux
Et effectivement, alors ce qui s'est passé, c'est que comme conséquence de ma présentation, j'ai eu que des accords. Tout le monde a dit super, on va faire exactement ça, y compris le budget que vous avez mis et tout. Sauf qu'il ne s'est rien passé immédiatement. Mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ce sujet, il y a eu une espèce de crise, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs, dans le monde du spatial à cette époque-là, qui était vraiment sérieuse. Et ils ont eu des problèmes, vraiment, pendant quelques temps. Ce qui fait que c'est resté un petit peu en sommeil et que ça n'est ressorti qu'en 2005. Et là, en 2005, à mon grand plaisir, j'ai vu la décision de mettre sur pied pratiquement tout ce qui avait été proposé. Et ça a redémarré. Et donc, ça m'a permis ensuite de recollaborer avec eux. Et bien justement, François, allons sur ce terrain où vous avez collaboré étroitement avec le GEPAN, avec un logiciel que vous avez créé, qui est un anagramme d'Ocapi, puisque vous avez créé le logiciel Ipaco. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, alors, ma société Fleximage avait été rachetée progressivement par Aérospatiale, puis ensuite ADS, puis ensuite Airbus. Mais elle a été complètement absorbée dans leurs locaux en 2006. Et donc, toutes mes équipes, mes logiciels, mes machins, mes savoirs, tout ça, sont passés complètement chez Airbus à cette date-là. Moi, je n'ai pas suivi le mouvement parce que je n'avais plus rien à y faire. Et donc, je me suis retrouvé libre, chômeur d'ailleurs au début, et je me suis remis à un statut libéral pour pouvoir retravailler avec ce nouveau GEPAN qui s'était créé de façon magnifique. Et donc, la première chose que j'ai faite pour eux, ça a été de faire une mise à jour d'un travail que j'avais fait en 82, au titre d'un gros contrat précédent. En 82, on m'avait demandé d'écrire, j'en ai parlé un petit peu précédemment, un manuel sur tout ce qu'on pouvait faire, à mon avis, pour traiter des photographies dites d'OVNI. Entre-temps, 82, 2007, 2006-2007, il y a beaucoup de choses qui avaient évolué et l'imagerie, elle était devenue surtout numérique et les problèmes n'étaient plus du tout les mêmes, ça n'avait plus rien à voir. Donc on m'a demandé de refaire, enfin j'ai eu un premier contrat pour faire un nouveau guide sur ce qu'on devait faire sur de l'imagerie numérique. Je m'y suis mis. D'ailleurs, en cours de route, j'ai eu un épisode très amusant avec l'OVNI dit de Chamblay. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle plus tard ou tout de suite. Avec plaisir. Alors, c'est bon. Donc, au cours de ce travail, il se trouve qu'il y a eu un cas qui est sorti d'OVNI, enfin de photos d'OVNI, à l'occasion d'une fête qui a lieu tous les ans à Chamblay, qui est un rassemblement de montgolfières du monde entier qui partent ensemble dans le ciel. Enfin, c'est magnifique. Et un monsieur qui avait pris des photos de ces montgolfières, dans une de ces photos, vous voyez visiblement un petit objet qui n'avait rien à voir avec une montgolfière. Et tout ceci avait été récupéré par un ufologue, monsieur Comtesse notamment, qui se demandait ce que c'était, et moi j'ai récupéré ça, et le GEPAN m'a demandé de regarder ce qu'il en était. Et là aussi, je remercie beaucoup ce cas, parce que ça, décidément, chaque fois que je fais un bouquin sur les traitements, il me sort un truc qui illustre parfaitement ce que je suis en train de faire. Ce cas m'a permis de démontrer une technique que j'ai utilisée plusieurs fois et qui consiste à faire jouer le rôle de la diffusion atmosphérique dans l'analyse des photos. Alors, juste un petit mot pour être trop technicien, mais disons que la physique nous dit que si vous avez un corps noir, ce qu'on appelle un corps noir, c'est un truc vraiment noir, que vous le mettez devant un appareil photo, vous prenez la photo, vous avez du noir. Si vous le mettez 100 mètres plus loin, vous allez avoir du gris foncé. Si vous le mettez encore beaucoup plus loin, vous allez avoir du gris clair. Et puis si vous le mettez très très loin, vous allez avoir plus rien du tout. Okay. Pourquoi ? Parce qu'il y a la diffusion atmosphérique entre l'appareil photo et le corps noir, qui lui ne diffuse aucune lumière. Donc si on a la chance, dans une photo, d'avoir différentes zones qu'on peut assimiler à du noir, en particulier sur un ovni, entre guillemets, on peut comparer les niveaux de noir de différents objets et donc classer leur distance. Alors, on ne peut pas dire c'est à 26 mètres, 27 mètres, ni même c'est à 2/3 de la distance, mais on peut dire celui-ci est plus près que celui-là. D'accord. Et ça peut rendre des services. Et là, il se trouve que dans le cas de Chamblay,
l'objet en question avait une zone qu'on peut considérer comme quasi noire, sombre, mais que le niveau de noir était intermédiaire entre le niveau de noir des nacelles, les nacelles étaient très sombres aussi sur les montgolfières, d'une montgolfière qui est assez près et d'une autre qui est plus loin. Okay. Comme par ailleurs, alors bon, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais sur une photo, on peut, si on a tous les réglages, les focales et tout ça, on peut faire des mesures d'angle. Ça ne nous donne pas la taille d'un objet, ça nous donne sa taille angulaire, comme on dit. Mais si on connaît sa distance, à partir de la taille angulaire, on connaît sa taille. Et réciproquement, si on connaît sa taille, on connaît sa distance. Alors, il se trouve que les montgolfières ont toutes un diamètre de l'ordre de 15 mètres, on le connaît. Donc j'ai pu déterminer la distance où étaient les deux montgolfières en question. Et dire, bah oui, mais le petit objet, il a une distance forcément intermédiaire. Et si cette distance intermédiaire, c'est à peu près ça, bah sa taille, c'est à peu près ça. Et la taille, c'était 80 cm ou 90. Bon, je dis donc, c'est probablement plutôt un petit ballon d'enfant ou un truc comme ça. Et par chance, les ufologues qui avaient continué leurs recherches, ce monsieur Comtesse en particulier, avait entre-temps poursuivi jusqu'à trouver le témoin majeur, c'est le monsieur qui était là et qui avait lâché le ballon qu'il avait acheté à son fils à cette occasion et qui avait les caractéristiques qu'on avait trouvées avec Hippaco. Donc j'avais tout un chapitre pour démontrer avec un exemple précis la méthode que je décrivais par ailleurs. Voilà. Donc j'en reviens au fil d'Hippaco. La première étape, ça a été de faire ce rapport sur ce qu'il faudrait faire maintenant. Alors, ça a commencé à germer dans ma tête, me dire, mais c'est quand même un peu idiot. J'ai développé pendant 18 ans, et même avant, avec Okapi, ce principe d'un logiciel qui permet à quelqu'un qui n'est pas un docteur en informatique et tout ça, de faire un travail sur une photo parce qu'il connaît le sujet. Donc, je sais comment il faut organiser un truc très interactif, etc. C'est le cas d'Okapi. Et je sais à peu près ce qu'il faudrait faire pour étudier, ce qui est un tout autre problème, les photos dans lesquelles il y a des objets qu'on ne sait pas identifier, donc dont on ne sait pas s'ils sont près ou loin, etc. Et je me suis dit, bon, développer un logiciel, j'avais plus Okapi appartenait à Airbus et c'est fini, quoi. Développer un logiciel, je sais ce que ça coûte, c'est pas du tout dans les budgets que j'ai prévus pour le GEPAN. Par contre, ce que je pourrais leur faire, c'est leur faire un manuel d'utilisation. Comme j'avais géré les manuels d'utilisation d'Okapi pendant des années, je dis, je pourrais vous faire un manuel de ce que serait un logiciel qui me plairait. Donc, deuxième contrat, faire un manuel de ce que serait Alors, c'est là que j'ai eu l'idée d'appeler ce logiciel Hippaco. Ben, j'ai retourné le nom parce que dans Okapi, on était en haut et on regardait la Terre. Et là, c'est plutôt la Terre qui regarde en haut, les ovnis. Bon. Et j'ai sorti ce truc-là. Très bien. Et dans une phase après, je me suis dit que c'est quand même couillon parce que je ne peux pas dire au GEPAN de redévelopper ex nihilo un logiciel, mais si je pouvais récupérer le source d'Okapi, bon, il y a toute une partie qui me servirait à rien, tout ce qui est militaire, mais je gagnerais un temps fou et je pourrais à ce moment-là, pour un prix raisonnable, faire l'outil que j'ai présenté dans le manuel. Et là, j'ai eu l'idée de recontacter un garçon qui s'appelle Jean-Marc Nars, qui travaillait au départ à Aérospatiale, qui m'avait été désigné comme correspondant de Fleximage dès les débuts de la société, et qui, au fur et à mesure du rachat par Aérospatiale des parts de Fleximage, était arrivé jusqu'au poste de PDG de Fleximage, bon, me gardant toujours comme directeur général avec lui. Et on était bien copains et tout. Et donc, entre-temps, il avait fait une carrière pas possible. Il avait pris la direction de Spotimage États-Unis, puis d'une grosse branche de ADS. Et là, il était dans une position, je ne sais pas vous dire d'ailleurs aujourd'hui où il est, mais dans une position très élevée chez Airbus Défense. Et je l'ai invité à déjeuner. Je lui ai dit, voilà, écoute, je rêve de pouvoir réutiliser une partie du code d'Okapi. Je sais que ça ne m'appartient pas. Mais ça me permettrait de développer un logiciel que je ne dédierais qu'aux ovnis, donc il n'y a pas de marché concurrent avec ce que vous faites chez Airbus.
Et j'aimerais bien avoir cette autorisation officielle, sachant qu'il y a des parties que je ne toucherai pas, qui sont très sensibles, notamment toutes les parties cartographiques précises pour savoir où vont les missiles. Bon, je m'en fous. Et puis, en échange, je pourrais vous rendre quelques services que j'avais définis avec lui. Donc, sympathique comme il est, il m'avait dit, écoute, on va étudier la question. Et puis finalement, il m'a mis en contact avec des avocats d'Airbus. Et puis on a signé un contrat, avec certaines clauses de protection, effectivement, de ce que je ne devais pas faire, de machin. Si vraiment ils souhaitaient, ils pouvaient récupérer aussi mon code. Bon, ce dont ils n'ont jamais eu besoin. Et donc, sur une base précise, j'ai pu faire des propositions au GEPAN pour développer, en plusieurs étapes, IPACO. Et c'est là que ça a commencé. En 2009, j'ai livré un IPACO qui permettait de travailler avec des photos. Et puis, 2009, je crois. Et puis, un an près, ça change rien. Et puis, l'étape suivante, c'est que j'ai développé tout ce qu'il fallait pour travailler sur des vidéos. Et depuis, pratiquement chaque année, j'ai un contrat pour développer des nouvelles fonctionnalités, dont certaines sont très spécifiques OVNI. Alors, des trucs spécifiques OVNI, c'est la signature des lanternes thaïlandaises qui sont un peu la plaie pour nous, parce que les gens de bonne foi voient un truc extraordinaire, et puis c'est apparu en France depuis maintenant pas mal d'années, mais ça y était pas avant. J'ai développé des choses pour l'analyse des flous, pour tout ce qu'on veut, y compris l'analyse des fils verticaux de suspension de faux ovnis. Auriez-vous un exemple, par hasard, pour illustrer ça? Oui, alors évidemment, cette histoire de fils verticaux à détecter, c'est une histoire assez intéressante parce que faut que je reprenne le début de l'aventure McMinnville. Les photos de McMinnville sont des photos absolument légendaires, prises dans les années 50 aux États-Unis par des fermiers. Il y a 2 photos qui montrent un objet apparemment dans le ciel, très gros, mais assez net, et sur lequel se sont penchés une multitude de gens, dont certains très qualifiés, des vrais laboratoires, mais avec des conclusions divergentes. En gros, il y avait 2 explications possibles. Soit c'était vraiment un objet gros dans le ciel et on ne peut pas l'expliquer, c'est donc vraiment un ovni. Soit c'était une maquette suspendue à un gros câble électrique que l'on voit en haut des photos qui passe à cet endroit-là. C'était The Paranormal Show, votre rendez-vous avec les mystères de notre temps. Abonnez-vous, soutenez-nous, nous avons besoin de vous.